Ok, si moi je peux pas être sponsorisé encore, bah c'est moi qui vais sponsoriser le climat. Tu t'es fait un peu connaître en mélangeant le sport et l'écologie. Et puis aussi, engagez-vous. Je trouve que ça fait un bien fou. Même si tu vas pas réussir à changer le monde, tu vas réussir à changer ton monde à toi. T'as des trucs même qui sont plus protéinés que la viande et qui t'apportent tout ce dont t'as besoin. Ce qui m'a le plus choqué, frappé, c'est l'avant-après JO. Ces personnes-là ont été cachées, enlevées pendant 2 semaines. Comment tu vas, Mathéo? Ça va et toi? Bah écoute, très bien. Merci de participer à l'émission. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Avec grand plaisir. Du coup, Mathéo, t'es sportif semi-professionnel, sprinter sur 200 mètres, C'est ça. cofondateur de l'association Les Climato-Sportifs. On va en parler en détail. Et aussi ingénieur concernant la décarbonisation des bâtiments. Tu t'es fait un peu connaître par rapport à ton engagement écologique en mélangeant le sport et l'écologie. Avant qu'on rentre dans le fond de ces sujets-là, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours et notamment donc ton évolution, mais d'abord tes origines, où tu as grandi, origines familiales, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ok. Sur mes origines, je suis d'origine antillaise, guadeloupéenne. Okay. Un peu Charente-Maritime aussi. Ma grand-mère vient de Charente-Maritime. Et donc mon père est né en Guadeloupe. Ma mère est née en Charente-Maritime. Son père est antillais aussi, guadeloupéen. Et je pense que ça a beaucoup structuré aussi ce qui va découler de cet entretien. Parce que ça m'a rendu très proche de la nature. Ça m'a rendu aussi très conscient des enjeux écologiques. Parce que là-bas, ils sont assez réels. C'est quelque chose je trouve, très actuel. On ne se projette pas sur le long terme parce qu'il y a déjà des conséquences dès maintenant, quoi. Du coup, tu as grandi en région parisienne? Ouais. J'ai grandi en région parisienne, à Noisy-le-Grand, dans le 93. C'était comment de grandir à Noisy? Franchement, c'est une ville qui est assez particulière. J'ai l'impression d'avoir vécu un peu entre deux mondes. Parce que là où j'étais, c'est-à-dire plutôt du côté de Noisy-Champs, c'est une banlieue, ce qu'on peut appeler communément une banlieue. Donc j'ai connu un peu les émeutes quand j'étais petit. Il y a des il y a des gymnases, un gymnase particulièrement vraiment en bas de chez moi qui a brûlé à 2 fois. Les Nouvel An, c'était aussi parfois des voitures qui brûlaient. C'est beaucoup moins le cas maintenant, c'est apaisé. Donc il y avait ce côté un peu banlieue, même si faut pas résumer la banlieue à ce dont je viens de parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des choses des fois, quand tu grandis, quand tu es jeune, qui peuvent être un peu marquants. Et de l'autre côté, j'étais dans une école privée. Et donc là aussi, il y avait une forme des choses qui peuvent être marquantes aussi. Donc de voir peut-être des personnes qui étaient très aisées, tu vois, qui avaient des modes de vie, des modes de réflexion très différents des tiens. Et donc j'avoue que ce yo-yo, ce grand écart à faire entre les deux, c'était un petit peu particulier tout en grandissant. Je vois. Mais ça doit être aussi une force quelque part, parce que ça te permet de naviguer dans plusieurs environnements, de pouvoir échanger avec plus de monde. Ouais, de ouf. Franchement, ça permet d'être un caméléon et d'être à la fois à l'aise avec des gens qui, je sais pas moi, se retrouvent... Enfin, quelle que soit la personne avec qui tu vas discuter, quoi. Tu vas être à l'aise et tu vas pouvoir lui parler de choses qu'on a en commun. Donc ça, c'est vrai que c'est une force. Concernant ton engagement écologique, donc tu m'as dit que c'était un peu lié à tes origines antillaises. À partir de quel moment tu as commencé à t'intéresser à ces sujets et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'écologie? En fait, c'est pas un déclic, mais c'est vraiment quelque chose de progressif. Donc dans un premier temps, je pense qu'il y a ce contact avec la nature qui est hyper important quand tu es jeune, parce que tu comprends à quel point c'est précieux, tu comprends un peu la valeur de ce qu'est un arbre, c'est tout con, tu vois, mais une rivière, la mer, ce genre de choses. Et du coup, la Guadeloupe m'a beaucoup aidé parce que quel que soit l'endroit où tu es entouré par des trucs qui sont beaucoup plus grands que toi, tu vois, de la nature. Et à partir de là, je pense que il y a aussi le fait que mon père était engagé sur d'autres sujets, notamment sur l'identité créole et autres. Et je pense que tout ça a fait que petit à petit, moi j'avais aussi envie de m'engager. J'ai rencontré un groupe qui s'appelle les Pépites Vertes et je voyais plein de jeunes faire plein de trucs de ouf. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que je m'engage, il faut que je sois dans l'action parce que
être dans l'action, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est pas pour te déculpabiliser, mais c'est vraiment pour continuer à avancer. C'est un moteur qui fait que tu te sens utile, et même si tu changes pas le monde, tu changes au moins un peu ton monde à toi. Je vois. Et du coup, on a évoqué que tu étais ingénieur en décarbonation des bâtiments. Mhm. Donc du coup, à quel moment tu t'es dit, bon, ok, mon travail aussi, et je vais essayer de l'aligner avec mon engagement écologique. Bah ça, bizarrement, je pense que c'est aussi dur de remettre un moment, mais depuis tout petit, je me suis toujours dit, j'ai envie que mon métier ait du sens. J'ai envie que mon métier il soit utile, j'ai envie que mon métier il me permette de faire quelque chose qui est cohérent pour moi, et donc du coup traiter de sujets environnementaux, traiter de sujets qui vont faire en sorte que le monde aille potentiellement mieux, parce que je le trouvais profondément injuste. Donc si je travaille dans un truc qui me motive pas et qui a pas de sens, c'est un peu, je me demandais comment est-ce que j'allais réussir à me lever tous les matins. Ouais. Et donc c'est marrant parce que cette écologie que beaucoup perçoivent comme quelque chose de contraignant, c'est un peu un truc qui m'a boosté lors de mes études, par exemple. À un moment, je me suis dit, j'ai envie de faire un métier que je kiffe, j'ai envie de faire un métier qui est plaisant, j'ai envie de faire un métier qui permet d'aller vers ce monde plus juste. Et j'avais pas de motivation particulière pour mes études. Je faisais beaucoup de sport à l'époque, je trouvais le sport plus plaisant, mais en même temps, j'avais pas spécialement envie d'être sportif de haut niveau parce que je savais que c'était un milieu compliqué. Et donc, du coup, l'écologie, ça a été un peu un second souffle de me dire, ok, là maintenant, il faut que je me donne les moyens de faire un métier qui me plaît, et si je continue sur ma lancée, ça sera pas le cas. Donc, en vrai, j'ai aussi eu énormément de chance. Tu parlais un petit peu de comment est-ce qu'on s'est construit, où et tout. J'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aidé. Rien que le fait, tu vois, au début, je t'ai dit, j'étais dans une école privée. C'est que mes parents, ils ont vu que le milieu dans lequel je grandissais, il n'était pas simple, il n'était pas facile. Et ils n'avaient pas envie de me mettre dans l'école la plus proche parce que, des fois, quand on passait devant, on voyait des gens se battre. Et du coup, j'ai eu profondément la chance que mes parents puissent me mettre dans une école comme ça. Et c'est ça qui est un petit peu, des fois, triste et malheureux. C'est que on choisit pas nos parents, on choisit pas là où on est, on choisit pas. Et donc j'ai eu une chance énorme de pouvoir être accompagné par mes parents qui m'ont dit aussi voilà ce que tu as envie de faire. Nous, ce qu'on comprend, c'est que les enjeux environnementaux ils te sont chers, et donc si tu as besoin de faire des études ailleurs, on pourra t'aider à payer ton logement. Et c'est un truc de ouf, tu vois, on se rend pas compte. Et justement, c'est ça un petit peu ce grand écart, c'est que je côtoyais des personnes pour qui c'était évident qu'à la suite de leur lycée, ils allaient partir ailleurs et qu'on allait payer leur logement et leurs études. Et je côtoyais aussi des personnes pour qui c'était impensable. Et les études, c'était juste un moyen de rapporter de l'argent le plus vite que possible, parce que si tu fais comment on appelle ça déjà, des études en alternance, tu vas pouvoir amener des sous, tu vas pouvoir aider ta famille. Donc c'était assez... je pense que ça m'a forgé aussi de voir ce grand écart-là, et surtout de prendre conscience, de ne pas être trop déraciné, et de savoir que ce que je vis, c'est une chance. C'est une chance. Ouais, t'es reconnaissant. C'est ça, de ouf. Et je pense que ça fait aussi partie de toute cette pensée écologique en fait, il y a des choses qu'on croit quasi naturelles ou dues, tu vois. Un arbre qui nous fournit de l'oxygène, des racines où l'eau passe, se filtre. Tu vois, genre, il y a plein de choses que la nature fait pour nous, qu'on considère comme dues, et c'est pas du tout le cas. C'est bizarre de dire c'est pas inné, mais il faut apprendre à respecter et avoir une forme de reconnaissance pour toutes ces choses-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Ok, donc du coup, on a parlé en introduction de ton parcours sportif. Mm-hmm. À quel moment tu as commencé à faire du sport sérieusement ? Je pense que depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans, je fais du sport. Ouais. Je me suis toujours senti à l'aise à faire du sport. J'ai 2 parents qui faisaient beaucoup de sport aussi, donc ça aide énormément. Bien sûr. Et petit à petit,
je me suis toujours senti à l'aise dans mon sport. Peut-être parce que mes parents faisaient le même sport aussi, ça aide beaucoup. Ils font de l'athlétisme Ouais, également. ils ont fait, ma mère, elle a fait du hand, de l'athlé, et mon père beaucoup d'athlé. Il a commencé tard, mais il a été très passionné. Et du coup, forcément, bah, moi j'étais à l'aise dans ce sport vu que j'en discutais avec ma famille, donc ça rend le truc un peu plus simple. Le stade, il n'était pas trop loin de chez moi. J'y allais après les cours. J'ai toujours été bon dans ce sport. Et petit à petit, je vois que je progresse. En KD1, donc tu dois avoir à peu près 15 ans, je crois. Je fais un bon chrono. KD2, je me qualifie, je crois, au championnat de France. Sur quelle distance? Sur 200 mètres et sur 100 mètres. Et là, tu te dis, en vrai, c'est cool, tu vois, mais t'as jamais... Enfin, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que ce côté performance dans le sport, il est arrivé très tard chez moi. Oui, au début, c'était de l'amusement. Ouais, c'était grave de l'amusement. Pour moi, c'était du fun et fallait juste battre les copains. En fait, c'est même pas ça. Fallait pas battre les copains. Fallait juste être meilleur que Mathéo d'il y a 2 semaines. Ok. Tu vois. Donc, c'était une compétition contre soi-même. Ouais, c'était un peu une compète contre soi-même et je mettais pas un truc où je me disais, ok, je veux faire les JO plus tard, je veux faire les championnats du monde, Il les n'y avait pas championnats de d'Europe. rêve. Non, il n'y avait pas trop de rêves. Franchement, en vrai, quand j'étais petit, c'était juste. J'aimerais bien trouver un métier qui ait du sens et qui puisse aider les gens et rendre le monde plus juste, tu vois. Okay. Et je me disais, le sport est pas capable de ça. Donc je l'ai vraiment... Ouais, quand j'étais petit, en vrai, j'ai grave snobé le monde du sport. Et retournement de situation, tu vois. Entre-temps, donc j'ai fait les championnats de France cadet. Après, j'ai eu un peu plus de mal. Après, il y a eu les études aussi. Et quand j'ai fini ces études, je me suis dit, en vrai, l'athlé, ça me manque. Je pense qu'il y a des choses, il y a des objectifs que je m'étais fixés que j'ai jamais réussi à atteindre et j'aimerais bien les faire, tu vois. Et petit à petit, en pratiquant mon sport, aussi en rencontrant d'autres personnes, tu vois, c'est là que la chance intervient aussi parce que tu te construis avec des gens qui interviennent dans ta vie et qui te font prendre une autre dimension, tu vois. Genre, j'ai un pote qui me dit, ouais, y a un coach qui vient à Vincennes. Moi, j'ai toujours rêvé de m'installer à l'est de Paris, comme ça, je suis pas trop loin de chez mes parents. De ta famille, ouais. Je suis pas trop loin de Paris. Et Vincennes, c'est quand même très cool. Et donc, mon pote me dit, ouais, il y a un coach qui arrive à Vincennes. Avant, il était à Noisy. Et franchement, vous devriez y aller parce que c'est un très bon coach et il a des ambitions, tu vois. Moi, je me dis, vas-y, go, j'ai envie de me réinstaller à l'Est. Donc, je demande à ce coach si je peux rejoindre son groupe et tout. Et c'est un mec qui m'a grave ouvert l'esprit sur ce qu'est la performance, ce qu'est le haut niveau, ce qu'est aussi la volonté. Ça n'empêche que j'aurais toujours une critique très acerbe sur la méritocratie, mais en vrai, il m'a quand même ouvert les yeux sur, genre, tu veux un truc, il faut que tu mettes tout ce que tu peux, tout ton corps, toute ton âme pour y arriver, tu vois. Et c'est aussi un truc qui m'a fait du bien et qui m'a permis d'atteindre des niveaux en athlé que j'avais jamais atteints et qui m'ont ouvert les yeux sur plein de trucs. Donc en vrai, c'était cool aussi de découvrir ce personnage, découvrir les gens avec qui je me suis entraîné, qui m'ont aussi permis d'atteindre des niveaux de fou. Et donc depuis maintenant peut-être 2-3 ans, je m'entraîne vraiment très sérieusement. J'ai rajouté encore une fois ce qu'on pourrait considérer comme des contraintes, mais qui pour moi ne sont que des motivations supplémentaires, qui sont de manger plus de viande ni de poisson, qui sont de plus acheter de neuf pour ma pratique sportive et essayer d'avoir le moyen de transport le plus décarboné que possible pour me rendre en compétition. Et donc ça c'est un truc qui m'a beaucoup poussé, le fait de m'engager, de me dire ok, là je fais une pratique sportive et je lui donne du sens. Tu vois, du coup j'ai ramené un petit peu, au début je méprisais entre guillemets cet aspect du sport, mais là je me suis dit non, en fait le sport c'est un levier complètement dingue pour parler à des gens, pour parler tu parles de leur passion, donc ça veut dire que tu les raccroches directement. Le sport, ça te permet de parler à des gens, ça te permet de fédérer comme c'est difficilement possible aujourd'hui. Enfin, tous les sujets sont clivants aujourd'hui, sauf peut-être le sport et l'art et la musique, et encore. La musique, la musique ça clive de fou. Mais le sport, relativement, ça va, sauf si t'as un OM Marseille, tu vois. Ouais. Un OM Paris. Sauf si t'as un OM Paris. Mais, et puis... Ce qu'on a trouvé d'intéressant aussi, on en parlera peut-être après avec les climato-sportifs, c'est que notamment, t'as un levier d'influence qui est complètement fou. Les sportifs, ça représente c'est les 6 premières personnes les plus suivies sur les réseaux, tu vois. Dans le monde. En France, okay. En tout cas.
Et donc tu vois quand Parce que même... dans le monde aussi, Potentiellement, Cristiano de ouf. Ronaldo, Lionel Messi, LeBron, ouais. voilà, c'est ce genre de gens. Et donc tu te dis en vrai, c'est fou comment le sport, les gens, tu sais, ils sont fous à Il y a un propos de ce truc. Ouais, il y a un fanatisme très fort. Ouais. très fort. Et en fait, les paroles de ces personnes-là ont un impact quasiment inaudible d'une autre manière qu'à travers le sport, peut-être, tu vois. Donc, on s'est dit avec les climato-sportifs qu'il fallait que le sport et les sportifs, l'industrie du sport aussi, et les fédérations fassent leur part parce que le sport, il est à la fois victime et contributeur du dérèglement climatique. Il est victime parce que dans un monde à plus 2, plus 4 degrés, c'est jusqu'à 24 jours en moins de sport. C'est des chaleurs et des températures qui empêchent la pratique sportive. On peut pas faire de ski. Ski, tu peux oublier, ou alors ça va devenir super cher et aller dans la mer, des endroits on peut pas. Des endroits pollués. Même, tu vois, en région parisienne, si tu as ton air qui est complètement pollué, potentiellement c'est des maladies sur les 10 prochaines années qui vont exploser. J'étais au Sénégal, le footing là-bas c'était un peu compliqué. Ah ouais, parce que du coup pollution de l'air. Ouais, pollution de l'air, les voitures. Ouais, et encore, on n'a pas fait le tour, tu vois. À chaque fois que tu creuses un peu, tu te dis, même des gens qui font de la musculation en intérieur, ils sont protégés, ou des gens qui font du basket dans des infrastructures couvertes, tu retrouves les mêmes problèmes. Si le truc il est mal isolé, des fois c'est pire d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et t'as des trucs où t'as l'impression qu'il fait encore plus chaud dedans que dehors. Et ça peut rendre la pratique compliquée. Ok, donc tu as évoqué un peu l'association des climato-sportifs que tu as montée avec 2 cofondateurs. Donc tu as dit la mission, c'est aussi bien de parler des conséquences que vous subissez, mais aussi des leviers que vous pouvez mettre en place. Donc du coup, quel genre de projet vous avez monté avec l'asso ? Tu peux me dire un peu plus ? Déjà, quand est-ce que vous l'avez monté ? L'asso, elle existe depuis octobre 2023. Elle existe depuis octobre 2023. Donc ça fait 1 an bientôt ? Ouais, ça va faire 1 an. Okay. De ouf, ça va faire 1 an. Après, en janvier 2023, c'est le moment où on commençait à réfléchir avec mon coloc, Younes Nezar. Et en fait, il me ramène... il avait pensé une idée incroyable, qui est de faire une manchette aux couleurs une manchette aux couleurs des bandes du réchauffement climatique. Et donc, en gros, ça représente l'augmentation des températures entre 1850 et 2023 à peu près, même si c'est un petit peu avant. Et donc sur cette manchette, donc c'est un truc que tu portes au bras, un peu comme on peut voir, des fois tu as des basketteurs, des fois tu as des handballeurs qui ont ce qu'on appelle des sleeves en anglais, le long du bras. C'est pour le froid ? Non, en vrai, franchement, c'est purement esthétique. Il y en a qui l'utilisent au volley parce que tu peux te faire mal aux avant-bras à force de taper le ballon. Il y en a qui l'utilisent en escalade parce que tu as beaucoup de frottement. Pareil, au basket, tu as beaucoup de coups, de contact. Mais franchement, en athlétisme, c'est purement esthétique. C'est pour envoyer sur la piste, tu vois. Faire peur un peu à l'adversaire. Et donc, il cherchait des sponsors, mais il venait de commencer l'athlé. Et donc, il se dit, ok, si moi, je peux pas être sponsorisé encore à mon niveau, c'est moi qui vais sponsoriser le climat. Et je veux représenter le climat à chacune de mes compétitions en me disant j'ai envie de porter ce message dans un terrain qui est autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je sais pas, en entreprise, dans les politiques, dans les conférences et tout. Il faut qu'on arrive à ouvrir, tu vois, ce spectre dans lequel on parle d'écologie. Et du coup, en janvier, il m'offre cette manchette. Et c'est un petit peu comme ça qu'a commencé l'aventure des climato-sportifs. On a fait des posts sur LinkedIn et Insta. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient grave enclins à nous aider. Et donc maintenant, on est une trentaine. Genre, c'est un truc de ouf. Il y a plein de gens qui se connectent et qui nous envoient des messages pour nous donner de la force, nous aider, essayer de contribuer à l'assaut. Et donc, les modes opératoires qu'on a un petit peu pour sensibiliser, ils sont développés. Donc, il y a la manchette. On a fait aussi un cache-cou ou une guêtre pour les scrims. Qu'on parte en compétition ou alors à l'entraînement. Il y a aussi une charte. On a fait une charte en 7 engagements. Et l'idée, c'est de dire, ok, quelles sont les solutions existantes pour un sportif pour une pratique plus responsable. Donc, par exemple, je passe moins de temps à prendre ma voiture, mais j'essaye de privilégier
le vélo, les transports en commun pour me rendre à l'entraînement. Quand je vais en compétition, j'essaye de prendre une voiture où on peut rentrer à plusieurs dedans, tu vois, faire du covoiturage, ce genre de choses. Éviter l'avion pour aller en stage ou en compétition à l'étranger. Ensuite, on s'est dit l'alimentation. On a fait un petit peu par ordre de poids carbone. L'alimentation, l'idée, c'est de se tourner vers des protéines alternatives, essayer de végétaliser son assiette, pas avoir à surconsommer de la viande parce que je fais de la performance, parce que je fais du sport. Donc du coup, vous recommandez des recettes? C'est quoi le mode opératoire pour... Le mode opératoire, par exemple, pour le premier, en fait, on essaie toujours de montrer par l'exemple. Donc, on a des réels, par exemple, qui vont sortir. De la communication sur les réseaux. On a de la communication. On a Azaïs qui est partie jusque dans le sud de l'Espagne. Et elle l'a fait en train, tu vois. Et elle a montré comment est-ce qu'elle a fait étape par étape pour aller jusque dans le sud de l'Espagne pour prendre le train au lieu de prendre l'avion. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a une bonne partie de son groupe qui a pris l'avion. Mais elle, prenant le train, il y a des personnes qui lui ont dit « Ok, vas-y, je te suis ». Et elle a réussi à pas faire le voyage seule. Il y a des personnes qui l'ont accompagnée, qui ont pris le train avec elle. Okay. Et pour l'alimentation, ça va être par exemple des ateliers cuisine. On en a fait 2 à l'Académie du Climat. Ça va passer aussi par des vidéos de communication, mais on fait aussi des trucs un peu plus concrets où on apprend aux gens à cuisiner des plats très protéinés et tout en végétalisant son assiette. Ok. Alors, quel genre de plat, par exemple? Franchement, tout ce que tu fais habituellement, ça peut être transformé en végétal. Faut juste savoir qu'est-ce qui peut remplacer ta protéine animale, tu vois. Moi, j'utilise plein de trucs. J'utilise les protéines de pois, les protéines de soja, le sétan, le tofu. Après, il faut savoir que dans les lentilles, il y a beaucoup de protes aussi. Je sais pas, tu prends du petit épaule, du sarrasin, du quinoa. Tu trouves plein d'alternatives ultra protéinées. Et tu as des trucs même qui sont plus protéinés que la viande. Ouais, les protéines de soja texturé, c'est ça. Hyper protéiné. Protéines de soja texturé, non cuit, c'est 50 grammes au 100. Et quand c'est cuit, c'est énorme déjà. Non cuit à digérer, c'est chaud. Ah oui, non, mais non, mais c'est juste pour préciser parce que sur la boîte, il va y avoir marqué 50 grammes, et quand tu vas le manger, il n'y aura pas 50 grammes de prot, tu vois. Au 100 grammes en tout cas. Parce que du coup, ça va absorber de l'eau. Et ça va diminuer un peu ton taux de protéines, mais tu vas passer peut-être de 100 à genre 40. C'est pas non plus. Et donc, ouais, les recettes, en vrai, moi, ce que je fais, c'est par exemple, j'ai l'habitude de cuisiner des trucs. Si je reçois, par exemple, j'ai l'habitude de cuisiner des trucs antillais, je vais juste remplacer ma viande par une alternative végétale. Genre, je sais pas, j'ai fait un colombo, et au lieu de mettre du poulet en morceaux, j'ai pris des médaillons de soja texturés. Et donc du coup, ça me donne un truc qui a une consistance, un aspect et un goût très proche de la viande, mais qui n'en est pas, tu vois. Et ça que je trouve cool, c'est que tu peux trouver des alternatives qui sont bonnes, goûtues, protéinées, et qui t'apportent tout ce dont tu as besoin, tu vois. Et qui sont potentiellement meilleurs pour la santé aussi. De ouf. Meilleur pour la santé, parce qu'il faut pas oublier que dans la viande, tu as quand même beaucoup de gras saturés, ce que tu retrouves beaucoup moins dans le végétal. Et en fait, en termes de santé, ce gras saturé, c'est quand même, c'est pas bon. Les viandes rouges, on n'en parle même pas, c'est cancérigène. Voilà, cancérigène. Et donc ouais, en fait, sur tous les points, t'as quasiment que du positif, du bénéfice. Donc, du coup, concernant la performance, parce que tu sais, il y a le documentaire Game Changer, qui est très connu. C'est grâce à ce documentaire que je suis devenu végétarien. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, qui montre un sportif qui se blesse et qui explique comment une alimentation à base de protéines végétales peut l'aider à récupérer plus facilement, et comment une alimentation végétale pour les sportifs peut décupler en fait tes résultats. Donc est-ce que tu penses, toi, que l'alimentation végétale peut aider les sportifs à augmenter leur performance? Parce que c'est un peu le message du docu, quoi. Ouais, de ouf. En vrai, je pense que dans tous les cas, la chose que je peux assurer, c'est que si c'est bien fait, ça va pas diminuer leur perf, tu vois. Ok. C'est dur de dire est-ce que ça va augmenter, parce que là, faut faire des études, faut qu'un scientifique, tu vois, back le truc et tout. Et moi, personnellement, j'ai pas les connaissances pour. Mais mon vécu à moi, c'est que j'ai fait 20 ans d'athlé. Ouais. Et j'ai jamais été aussi fort que depuis que je suis totalement végétarien, tu vois. J'ai jamais atteint ce niveau-là, alors que, tu vois, j'ai des potes, ils me disent, ouais, mais
imagine, t'avais continué la viande, si ça se trouve, tu serais encore meilleur que Oui. sans viande. J'ai dit, mais j'ai fait 20 ans d'athlé. Et pendant 20 ans, j'ai jamais. Enfin, après, bon, j'étais jeune, forcément, je pouvais pas. Oui. C'est pas comparable sur 20 ans strict. Mm. Mais quand je mangeais de la viande, mes potes me disaient pas tu serais meilleur si tu mangeais pas de viande. Enfin, je sais pas, tu vois. Comment c'est perçu dans le milieu du sport, pas pour les gens qui veulent s'engager, mais pour les autres un petit peu, cette alimentation végétarienne? Bah, ça dépend. En vrai, il y a des personnes qui le prennent bien et d'autres qui sont un peu moqueurs. Il y en a qui sont dubitatifs aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un mélange en vrai. Il y a des personnes qui sont à la fois un peu impressionnées du fait que je me lance ce défi en se disant putain, moi je pourrais pas, mais franchement, force à toi. Force à toi et j'espère que tu vas réussir, mais moi je pourrais pas. Il y en a qui le voient et petit à petit se disent ah ouais, en vrai, ça se fait, ouais, c'est intéressant. Et je vais essayer de mettre dans mon alimentation un peu plus de végétal, voir ce que je vais faire. Et là, il y a pas longtemps, j'ai un pote qui fait beaucoup de sport, qui est très très chaud en musculation. Jamais vu encore pareil, le mec est vraiment balèze et il m'a dit en vrai, j'ai envie de tester un mois sans viande. Alors qu'il en a toujours consommé et tu vois, il mange beaucoup de calories par jour. Ouais. Il mange de la viande, il fait très attention à ce qu'il mange et tout. Après, c'est connu, hein, les mecs qui font de la muscu et Ouais, qui de ouf. sont véganes. Il y a beaucoup de Ouais, de mecs ouf. comme ça sur Internet. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc franchement, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Il y en a qui vont... Enfin, ouais. Je sais que par exemple, tu vois, dans les personnes peut-être un peu plus âgées ou les personnes très habituées à manger de la viande, ils vont, dès qu'il va m'arriver un truc, ils vont mettre ça sur le dos de l'alimentation. Tu vois. Alors que quand t'es athlète, il y a des jours juste t'es fatigué, Oui. tu vois, il y a des jours où Je t'es connais pas ça. bien. Ouais, bien sûr. Et donc, Donc on dira, mais si t'es malade, c'est parce que tu manges pas de poulet, ou tu vois, ce genre de truc. si un jour j'ai un coup de mou, alors que tous les athlètes, quand Ont ils des coups de s'entraînent, mou, ils ont bien des sûr. coups de mou, tu vois. Si je suis pas performant, ça va être à cause de la viande, enfin de l'absence de viande. Ouais. Mais si je suis performant, ce sera jamais grâce à l'absence de viande, tu vois. Ça, Ouais. je trouve ça drôle. Juste pour revenir, dire un petit mot sur le sport avant qu'on revienne sur l'écologie. C'est quoi des routes, enfin, tu t'entraînes combien de fois par semaine? C'est quoi les routines un peu de vie qu'exige la pratique sportive à un semi-professionnel Ouais. dans ton cas? Je m'entraîne 6 fois par semaine. Ok. Ça varie. Mais globalement, c'est tous les jours sauf le samedi. Et quand on s'approche des compétitions, on en retire un peu. Si on a des petits bobos, on est blessé, fatigué, on en retire aussi un peu. Mais dans les moments d'entraînement, quand on est loin des compètes et qu'on a le temps de bosser, on a jusqu'à 6 entraînements par semaine, à peu près 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement. C'est prenant, hein. Donc en gros, je vais au taf de 9 à 18h, et après 18h, je vais directement à l'entraînement. Et de 18h30 à 21h, je m'entraîne. Okay. Et après le dimanche, c'est le dimanche matin. Mais ça va dépendre, il y a des personnes qui font 2 entraînements par jour de 2h30, tu vois. Okay. T'as des athlètes... Ça, c'est plus pour les professionnels. Ouais, pro, si tu veux faire les JO, c'est le matin, t'as une séance, le midi, tu manges, l'après-midi, t'essayes de récupérer comme tu peux, t'as une petite séance de kiné, une petite séance d'ostéo ou quoi. Après, tu retournes t'entraîner. Ensuite, tu vois, ta vie, c'est vraiment, tu t'entraînes, tu manges, tu dors, tu t'entraînes, tu manges, tu dors. Ouais. Et tu fais des soins surtout. Ça, c'est hyper important aussi. Sous tout cet aspect soins, avoir un bon staff médical qui t'accompagne. Ouais, donc c'est d'optimiser le corps pour la performance. Ouais, de ouf. Et donc ouais, ça demande énormément. Surtout l'athlète, tu vois, c'est un truc où ton objectif c'est de gagner 1/10. Ton objectif c'est de gagner 2 secondes, même pas, tu vois. Donc en fait, pour gagner un si court laps de temps, il faut que tu règles des détails. Ouais. Tu vois, c'est d'une précision énorme. Et ça va de la précision dans ton programme sportif, dans ton programme d'alimentation, dans ton programme de récupération, dans ton programme de musculation, tu vois. Et il y a plein de trucs que tu dois essayer de gérer pour t'améliorer. Essayer de gratter 1/10. Tu cours combien sur le 200 ? 21,59, mon record. Inch'Allah, on va le péter cette année. Non, en vrai, j'ai déjà couru en 21,44 et j'ai marché sur la ligne. Du coup, ils me l'ont invalidé. Ah, ok.
Et sur 100, tu fais combien? Et sur 100, euh, j'ai fait 10,68 avec 2,1 devant. Donc en fait, la limite, c'est 2 normalement. Donc il y avait un petit peu trop de vent. Et donc Ok. mon record sans vent Officiel, officiel, c'est 10,75. Ok. Ce qui est encore très loin, tu vois, des niveaux, du top niveau mondial ou même français. Les meilleurs français, ils courent en 9,95. Du coup, on a parlé tout à l'heure de comment le sport peut être un levier pour créer du changement, etc. dans la société. Quel est ton point de vue sur cette question? Bah, je pense que ouais, le sport, c'est très 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 important qu'il s'empare de ce sujet-là. Parce que le sport, il a changé. Le sport, il va changer. Le football, il a changé. J'espère que vous avez la ref. Non, mais le sport, il risque de changer, tu vois. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure, si demain, on peut plus faire du ski de la même manière, les pratiquants, l'industrie, les fédérations, ils vont devoir s'adapter. Et ça va être le cas Oui. pour plein d'autres sports. Donc, tu dis que du fait qu'on est victime de ça, Mhm. et bah, ça veut dire qu'on doit parler. Parce Ouais. qu'il y a un autre truc dont tu as parlé avant, et ça c'est un peu différent. C'est l'idée que du fait que c'est des gens qui sont... Ça c'est un autre truc, c'est la responsabilité Ouais. médiatique. Mhm. Du fait que tu as potentiellement beaucoup d'impact, bah, potentiellement grand Ouais, on va te pouvoir, demander grande responsabilité. Tu vois. Ça, c'est une bonne question parce que une fois, on a été interpellé où on nous expliquait, mais en fait, les sportifs, c'est pas leur métier Oui, de parler, tu vois. oui. C'est comme avec la politique. Ouais. Tu sais, les gens ils disent ah bah moi je fais mon taf, je reste concentré sur Mhm. sur mon football, donc Ouais. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que à partir du moment où il y a potentiellement 1, 2, 3 millions de personnes qui t'écoutent et qui regardent ce que tu fais, bah, on va forcément te demander ton avis, tu vois. Et c'est la même chose pour un chanteur, c'est la même chose pour un acteur, c'est la même chose pour, en fait, toute personnalité publique soumise à une grosse notoriété et donc une grande audience, on va lui demander son avis. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde, en fait, de parler de ces sujets. Enfin, tu retrouves quasiment aucun sportif qui va pas s'engager sur un sujet. Tu vois, tous les sportifs, vu qu'ils ont aussi forcément des fonds, de l'argent, ils vont se dire je vais mettre mon argent dans tel truc et j'ai envie de porter ce sujet parce qu'il est important pour moi. Il y en a, c'est l'Alzheimer, d'autres, c'est tu vois, les enfants malades et tout. oui, il y a des Et- fondations, etc. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ces fondations, ils vont un peu l'utiliser pour avoir une bonne image, tu vois, ce genre de Mhm. truc. Donc c'est bien la preuve qu'ils peuvent s'engager sur des trucs, ils peuvent parler de certaines choses, tu vois. Oui, mais l'écologie, enfin, il y a Greta qui parle souvent de ça, qui dit le fait que les personnalités vont s'engager sur tous les sujets, mais jamais sur des sujets écologiques. Ouais. Et comment tu peux expliquer ça? Bah, je pense que ce qui est nécessaire, c'est que ces sportifs ils soient conscients que des personnes dont ils sont proches, des personnes qui les aiment, des personnes Vont potentiellement subir ouais, ces conséquences. ce dérèglement climatique, tu vois. Et du coup, en fait, tu penses qu'ils n'ont pas assez conscience des enjeux. Bah, c'est à la fois dur aussi, tu vois. Quand ton mode de vie, c'est de prendre l'avion régulièrement, c'est De rouler d'avoir dans des accès- grosses voitures. rouler dans des grosses voitures. Et Bon, comment pour est-ce les que... footballeurs, hein, c'est pas le cas pour tous les Ouais, sportifs. c'est hein, clair, c'est mais- clair. enfin, c'est le cas pour les plus connus, par C'est- contre. Ouais, de ouf. Non, mais vraiment, enfin, t'as peut-être cette... des fois, cette forme d'incohérence, ou Bah, de dissonance plutôt. oui, ça me fait penser à l'histoire du char à voile. Ouais, de ouf. Tu vois, Tu vois, ce genre- truc de... Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, cette idée que bon, bah, moi je prends l'avion tous les jours, quoi. Ouais. Toutes les semaines, je monte dans un avion, donc ça fait pas partie de ma réalité, Ouais. quelque part. Et c'est pour ça, je pense, des fois, c'est dur de s'engager, de dire, genre, soyez plus responsable alors que tu te considères pas comme responsable. Ouais. Et peut-être que ça te pousserait, ça t'obligerait à changer ta manière de procéder et de vivre. Et je pense que c'est un des trucs les plus complexes peut-être pour l'être humain, tu vois, de changer de... Et pour un sportif aussi, parce que du coup, par rapport à tes performances, Ouais. etc., toi, t'as pas envie de te rentrer dans ce genre de problématique parce que ta concentration principale, c'est comme tu disais, Mhm. optimiser ton petit centième, Ouais. etc. Mais donc, peut-être s'adresser à des sportifs en leur expliquant que s'adresser enfin, parler de ces sujets-là, ça va leur permettre
de préserver potentiellement à la fois leur passion et à la fois des personnes qui leur sont chères, parce que le réchauffement climatique touche tout le monde en vrai. Tu vois. Vas-y. Donc du coup, comment le sport peut être un levier pour créer du changement dans la société? Le sport, il peut être un levier tout en restant et faisant ce qu'il fait. Tu vois, d'abord, la priorité, c'est de procurer des émotions, du plaisir, comme l'ont fait les JO. Et c'est pour ça que les gens regardent continuellement, c'est parce que le sport est capable de faire vibrer les gens. Et donc, s'il continue à faire sa vocation principale, il faut aussi qu'il puisse s'emparer des thématiques écologiques et que ne laisser absolument aucun espace, tu vois, à ce doute. Comme ça a pu être fait par moments, notamment avec cette thématique du char à voile ou quoi, tu vois, mais de se dire que c'est important de faire sa part et que dans tous les modes et procédés de réflexion, il va falloir réussir à intégrer les enjeux du dérèglement climatique, se dire que demain, si je fais une compétition, il va falloir que je réfléchisse à comment est-ce que les gens vont venir à cette compétition, comment est-ce que mes spectateurs vont venir voir ma compétition, si j'entraîne des gens et que je veux qu'ils atteignent le haut niveau, est-ce que je suis obligé de leur faire manger de la viande à foison, tu vois. Et comment est-ce que les sportifs demain vont réussir à s'emparer de ces sujets, à en parler sans se sentir contraint aussi, tu vois. Parce qu'on a parlé des sportifs riches, mais il faut savoir qu'il y a une grande précarité dans le monde du sport. Et c'est aussi des personnes qui ont autre chose à faire que de parler politique. Même si pour moi tout est politique et que si tu parles d'écologie, tu parles aussi de pouvoir d'achat, tu vois. Social. C'est ça, parce qu'il faut pouvoir se l'offrir un peu ce mode de vie. Même si pour moi je trouve qu'être écolo me coûte moins cher que d'être pas écolo. C'est sûr. Et donc en fait, tu vois, c'est plein de sujets connexes sur lesquels il faut bosser et dans lesquels on se rend compte que y a tout un système, toute une manière de penser qui est peut-être à réformer, qui est peut-être à travailler. Et les sportifs de demain seront peut-être les sportifs d'aujourd'hui seront peut-être les décideurs de demain. Et donc nous, on veut s'adresser à ces sportifs. On va essayer de les raccrocher parce qu'on a une passion commune, de se dire que soit ils ont une voix qui est importante aujourd'hui, peut-être qu'ils en auront une autre demain. Et avec ce biais du sport, on va pouvoir sortir un petit peu de ceux à qui on a l'habitude de parler d'écologie. Tu vois, on parle toujours aux mêmes personnes d'écologie. Oui. C'est toujours les mêmes personnes qui vont en parler aussi. Et ils vont en parler aux mêmes personnes. Alors, quand on regarde en vrai dans les climato-sportifs ou toutes les assos écolos dans lesquels j'ai été, c'est un peu le même schéma. Tu vois, c'est des personnes qui ont fait des études, Bac+5, et qui ont été à un moment ou un autre touchés par une conférence, par un intervenant et tout. Il y a des personnes, ils n'ont pas ce parcours-là, tu vois. Ils se retrouvent pas dans des conférences et c'est important qu'ils prennent aussi conscience des enjeux. Donc je pense que le sport, c'est un bon levier. C'est un bon moyen de s'adresser à n'importe qui. Oui, c'est que les gens que tu as rencontrés ont eu leur déclic un peu de la même manière et que tu penses que si tu viens d'un autre milieu, etc., que tu as un autre parcours de vie, les sportifs peuvent t'aider à avoir ce déclic-là. Ouais, de ouf. Parce que je pense que c'est important de multiplier les leviers en fait. Il y a des personnes qui vont faire des fresques du climat, il y a des personnes qui vont faire des théâtres d'impro, des objectifs du développement durable, il y a des personnes qui vont faire, je sais pas moi, des conférences, des spectacles, de l'humour, des chansons. Et il faut aussi qu'il y ait des personnes qui fassent du sport et à travers ce sport sensibilisent. Et peut-être que, tu vois, une conférence ça va pas toucher la personne en question, peut-être qu'une chanson ça va pas toucher la personne en question, mais que faire du sport, là ça va lui faire un déclic. Oui. Et inversement, il y a des personnes, faire du sport ça leur fera rien du tout, mais écouter une chanson, ils vont se, tu vois, ils vont se. Oui. Ils vont Après moi je crois aussi à la. C'est quand tu reçois l'info, tu vois, de différentes manières et c'est la troisième fois en fait que ça rentre. Ouais. Mais peut-être s'il n'y avait pas eu les deux premières où c'est pas rentré, et ben la troisième, et ben ça aurait pas cliqué. Ouais, de ouf. Donc je crois en ça. Tu dis que le sport est fédérateur. Ouais. Donc que le sport procure des émotions fortes. Donc on l'a vu cet été avec les Jeux. Moi j'ai un souvenir de la victoire de la Coupe du Monde. Donc j'étais à Paris. Donc je regardais le match avec des amis. Donc on a gagné, c'était la fête dans les rues, tout le monde s'embrassait. Je sais pas si t'étais là. Dans Paris aussi. Tout le monde s'embrassait, c'était la folie. Et je me rappelle avoir fait
Donc j'ai fait de Gare de Lyon toute la remontée Mhm. vers les Vers les champs. vers les Ouais. champs. C'était vraiment, tu sais, c'était fou. Il y avait un coucher de soleil. Tu sais, je Fou. sautais comme ça. Là, 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 là. Et en fait, le lendemain, je me suis dit, même si tu donnes 2000 euros Ouais. à tous les Français maintenant, genre d'un coup, et ben, ça leur a pas procuré Mhm. autant de bonheur De ouf. que une victoire de la Coupe du Monde. Et je me suis dit, ce qui n'est pas vraiment logique en soi, mais bon, je me suis dit, il n'y a rien qui puisse se passer, qui puisse nous rendre aussi heureux, nous rassembler Mhm. autant. Autour de cette idée-là, je me dis que le sport, ça a beaucoup de puissance, Mhm. tu vois. Mais le problème, et je critique aussi beaucoup la musique par Mhm. rapport à ça, qui est pareil avec les festivals de musique, les artistes, les tournées et tout, ça rassemble, ça procure des émotions. C'est que le sport aujourd'hui, il est principalement utilisé pour faire consommer les gens, Ouais, de ouf. tu vois, pour les pousser à acheter Mhm. des rasoirs, Ouais. des vêtements, du gel douche, et que sais-je. Des montres. Donc, des montres, ouais. Donc, ça, c'est ma critique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à ça, et comment, tu vois, on pourrait retourner ce truc-là, tu vois, de faire des campagnes pour promouvoir des causes, tu vois, ça peut être des courses, ou... ok. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Ouais, franchement, je trouve ça très juste, très pertinent parce que c'est affolant comment la publicité, euh, ouais, globalement la publicité, même si je parle pas que de la publicité, s'empare des sportifs. Tu vois, genre c'est tellement des figures et c'est un peu ce que je saurais pas comment le dire, mais la publicité va toujours s'emparer de ces figures Emblématique, ouais. voilà, emblématiques Personnalité. parce que ça, en vrai, ça corrobore aussi beaucoup avec, tu vois, cette idée très capitalistique de eux, ils ont réussi parce que c'est les plus forts, c'est ceux qui ont le plus travaillé, c'est les meilleurs, machin. Et donc, du coup, on va utiliser ce personnage pour faire vendre plus parce qu'il fait rêver des millions de gamins. Donc, c'est vrai que c'est dur d'utiliser les sports en vrai, tu vois, quand tu parles d'écologie. Mais d'un autre côté, c'est plaisant parce que on se demande aussi comment est-ce qu'on va réinventer des indicateurs de performance, tu vois. Comment est-ce qu'on va réinventer ouais, des trucs qui nous font nous rendre fiers, tu vois, sans avoir à être en juste j'ai écrasé la concurrence. Parce que des fois, il y a ce truc aussi. Dans le Plus, sport, il y a ouais, beaucoup ça. tu vois, plus quelqu'un est respecté, plus on a oublié le reste de l'existence de ses pairs, tu vois. C'est vrai que des fois, c'est difficile de parler d'écologie quand tu prônes quand même et tu fais partie d'un monde où la règle, c'est soit meilleur Soit meilleur que l'autre. que l'autre, tu vois. Après, en vrai, ça va dépendre des sports. Il y a quand même. Oui, parce que dans les sports collectifs, Oui. c'est pas, Oui, il y a oui. pas que ça. Comme... Il n'y a pas que ça. En vrai, il n'y a pas que ça. Et puis, dans le sport, il y a plein de trucs. Il y a aussi tout ce côté de. Comment on appelle ça déjà? Émulation. Où tu te motives toi, tu motives le les dépassement autres. de soi, Ouais, dépassement de soi. Tu collabores avec des gens pour la essayer de- fraternité, de ouf. l'entraide. C'est ça. Ouais. Et puis l'humilité aussi. Ouais, de ouf. Beaucoup. Franchement, ça te rend humble. Le sport te rend très humble. Enfin, ça dépend les gens. Mais normalement, Ça dépend des si gens. tu pratiques correctement et que, par exemple, quand tu t'envoies des séances et que tu finis au sol, t'as du mal à marcher, tu te rends compte que voilà, Ouais. t'es pas grand chose, tu vois. Mais oui, c'est pas facile. Parce que c'est vrai, en vrai, c'est fou ce que tu dis. J'ai eu des flashbacks aussi de 2018 où tu te retrouves dans la rue avec des gens que tu n'as jamais connus, tu leur souris, c'est devenu tes meilleurs potes en une fraction de seconde et tu t'en fous du reste, tu vois. Tout est beau, même le coucher de soleil est magnifique. Et tu retrouves ça rarement. Les seuls moments où tu retrouves autant de gens dans la rue, c'est parce que Macron a mis la retraite à... C'est pas pris. Non, mais c'est vrai que c'est à la fois, enfin, c'est hyper ambivalent. C'est capable de choses complètement ahurissantes, grandioses, mais d'un autre côté,
c'est continuellement aussi des valeurs qui peuvent être un peu en contradiction avec celles que prônent des valeurs écologiques. Donc c'est compliqué de jongler un peu entre les deux. Ouais. T'as parlé au début, et là t'en as parlé vaguement, l'histoire que le sport, ça incarne cette histoire de méritocratie. Ouais. Et t'as dit tout à l'heure que que tu croyais pas vraiment au mythe de la méritocratie. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a quelque chose que les personnes qui sont adeptes de ce sujet-là, de la méritocratie, pour moi, oublient. C'est un facteur chance. Et ce facteur chance, il signifie où est-ce que je nais, qui sont mes parents, où est-ce que j'habite, quelles sont les personnes que je vais rencontrer. Tu vois, tout au long de cette vie-là, il va y avoir plein de facteurs chance, même si, bien évidemment, pour beaucoup, vont me répondre que la chance, ça se provoque, je suis d'accord. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de ce nombre incalculable, en fait, d'instants qui se produisent et qui font que la chance est un facteur prédominant en fait sur tout le long de notre vie, sur même les choix qu'on va faire et qu'on va opérer. Et donc je suis d'accord que si on veut arriver à un endroit qui est forcément très prestigieux, très demandant, il va falloir un travail acharné, énorme. Et je m'en rends compte, tu vois, je fais jusqu'à genre entre 20 et 25 heures d'athlétisme par semaine. Et malgré tout ce travail-là, je fais même pas partie du top 20 français, tu vois. Genre, je fais partie du top 30, c'est pas dégueu. Mais, genre, il y a des mecs, si ça se trouve, ils travaillent moins que moi, si ça se trouve, ils font de l'athlé depuis moins longtemps que moi, et ils auront des meilleurs résultats, tu vois. Parce qu'il y a aussi un facteur chance dans les personnes que j'ai rencontrées, tu vois. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a permis d'atteindre ce niveau-là, tu vois. Ton fameux coach. Ouais, le fameux coach, ou même des proches avec qui je me suis entraîné qui m'ont dit là, faudrait peut-être que tu essayes ça. J'ai testé des trucs et ça m'a permis de progresser. Et en fait, je pense qu'il y a tout un environnement à créer qui est tellement énorme. En fait, on se rend pas compte de vraiment déjà le poids de l'environnement. Oui, tous les freins qu'on peut avoir, etc. Quand dans la société, on nous dit travaille à l'école et puis tu vas réussir. Ouais. Mais en vrai, en faisant cette critique-là, l'objectif, c'est pas de dire j'y arriverai jamais. Oui, pour certains, c'est impossible, voilà, etc. C'est impossible et tout. Genre, ils ont plus de chance que moi. Non, je dis pas ils ont plus de chance que moi. Je dis juste que mieux je cible comment améliorer mon environnement et quelles sont en fait ces parts à la fois de chance que je dois essayer de provoquer, ces environnements à corriger, ces mentalités à obtenir. Mieux je connais un petit peu, tu vois, ces choses-là, plus je serai en capacité de travailler dessus, tu vois. Et l'athlé aussi, ça permet vraiment de se rendre compte à la fois que le talent, tu vois, c'est pas quelque chose d'inné, parce que tu vas avoir des mecs qui sont talentueux, qui vont être meilleurs que toi en 2 semaines, mais que s'ils mettent pas derrière un certain travail, ils n'atteindront jamais un niveau, le niveau qu'ils auraient espéré ou qu'ils auraient voulu, tu vois. Mais il y a une part quand même innée. Oui, de ouf. Probablement, je peux pas courir le 100 mètres en 10 secondes, même si j'y mets beaucoup d'efforts. En vrai, franchement, ça va, t'es quand même grand, de bon gène. Je pense que c'est possible. Ok, bon. On fera un test. Peut-être pas du premier coup, va falloir. De bonnes années d'entraînement. Ok, mais ce que tu veux dire par là aussi, c'est que la méritocratie, elle prône cette idée que voilà, si tu travailles, tu vas réussir, et que il y a des gens qui n'ont pas l'environnement et qui n'ont pas la chance en fait, parce que on parle aussi dans quand tu es issu d'une bonne famille, il y a l'histoire du capital social, mais il y a le capital culturel aussi qui apporte beaucoup. Donc c'est le plus important limite pour moi. Ouais, parce que la force et la puissance, la violence aussi que ça a, de comprendre que ta culture n'est pas la bonne ou ne coche pas de cases. Que t'es bête. Ouais, de ouf, tu vois. Parce que t'es pas en capacité de comprendre certaines choses, d'apprécier certaines choses. Ouais, ou même, tu vois, dans ta manière de parler, le regard qui change,
le manque de considération ou comment la personne va s'adapter et te parler. Enfin, Et comment subtilement ça te ferme l'accès à certains endroits, Ouais, ou quand certains endroits tu vas pas oser aller parce que tu vas te dire ah mais comment les gens ils vont me juger, etc. Ouais. Et donc du coup ça ferme beaucoup de portes. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait qui est intéressant, c'est vraiment cibler ces trucs-là, les comprendre. Et en vrai, tu vois, c'est horrible. Là, je me rends compte, ce que j'allais dire, c'est comment les corriger, tu vois, parce qu'en fait, même dans mon inconscient à moi, c'est quelque chose de Oui, négatif. parce que tu parles de corriger toi-même, alors que la réalité, c'est qu'il faut plus corriger la société, comment elle fonctionne et comment. Ouais. Alors que toi, tu le voyais plus dans le sens où comment moi, je peux réussir à me faufiler en subissant plus ou moins ces pressions-là. Ouais. C'était ça que tu... Et en fait, c'est lié aussi ça à ton expérience dans ton école privée, qui t'a permis justement de pouvoir jongler avec ces pressions qui existent là. Clairement. Les JO, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, les JO, c'était quand même un sacré événement. Genre, c'est l'événement d'une vie, genre, je trouve, pour... un sportif? Pour un sportif, et même pour les habitants de la ville. En vrai, tu vois, ça fait des années qu'on nous en parle, et tu te retrouves dans une espèce de vague, un tsunami de... Il se passe des trucs tous les jours, t'as des personnes de tout horizon, du monde entier qui sont dans la ville dans laquelle tu habites. Et en vrai, ça a été à la fois impressionnant, mais je vois aussi, tu vois, le coût que ça a socialement. Tu vois, des fois, de se dire que pour faire bonne figure, t'as des personnes qui ont été délogées. Moi, ce qui m'a le plus choqué, frappé, c'est l'avant-après JO. Les JO sont finis, on va dans Paris avec des potes, et ça faisait 2 semaines qu'on vivait vraiment dans un rêve bleu. Il y avait personne dans les rues, tout allait bien, tout était beau, tout était gentil. Le lendemain des JO, vraiment, on voit genre des SDF partout. Et en fait, tu vois, ça fait bizarre de se dire qu'en fait, ces personnes-là ont été cachées, enlevées pendant 2 semaines, et parce qu'il y avait la planète entière, il fallait montrer une bonne image de la France. Et ensuite, une fois que c'est fini, on revient. Et puis, tu as eu des images aussi sur les réseaux de policiers ou de personnes qui s'occupaient de ce dispositif et qui disaient bon, bah voilà, c'est la fin, on va devoir vous remettre dehors. Donc, ça, j'avoue que c'était assez. Ok, c'était des hébergements temporaires? Ouais, c'est ça. Ça, c'était assez choquant. Mais ce que j'ai aimé en tant qu'écolo, c'est qu'il y ait quand même cette volonté de prôner une forme de durabilité. Et c'est un événement où tu as facilement 2 bons milliards de personnes qui regardent et qui se renseignent à propos de cette thématique. Et donc, utiliser ce tremplin-là qui n'existera sous aucune autre forme, tu vois, à part qu'à travers le sport, peut-être une Coupe du Monde de football peut faire autant, mais sinon c'est rare. Et utiliser ce moyen-là pour véhiculer à la fois, y a eu des valeurs féministes qui ont été prônées pendant l'ouverture. C'était l'ouverture, j'ai oublié le nom. Il y avait la cérémonie d'ouverture, ouais. Il y a eu des valeurs de sobriété, tu vois, ça c'est cool, je trouve ça incroyable. Et je pense que c'est l'un des rares moments où ces thématiques, ces sujets peuvent avoir autant d'ampleur, peuvent prendre autant de... Pendant les Jeux ou une Coupe du Monde. Ouais, donc ça c'est un point positif à mes yeux quand même, je trouve ça assez fort. Et puis pour l'alimentation aussi, je sais qu'il y avait des alimentations végé proposées, et ça c'est cool aussi. Ok, pour les participants, les athlètes. Ouais, t'avais même dans des zones, c'était uniquement végé, t'avais que de l'alimentation végétale. Ok. Même j'avais écouté un podcast d'une dame qui organisait, qui parlait qui était responsable de l'excellence écologique des Jeux Olympiques. Et oui, mais j'ai ouï dire qu'ils étaient plus éco-responsables que les Jeux Olympiques précédents. Ils essayent de diviser par 2 leurs émissions. Donc on verra, ils sont en train de faire le bilan de tout ça. En tout cas, de ton point de vue, il y a eu pas mal d'initiatives. Ouais, il y a eu des initiatives fortes en vrai. Franchement, tu vois qu'il y a quand même une volonté. Ils n'ont pas surconstruit, ils ont fait avec de l'existant. Et surtout, l'existant qui a été construit avait une vocation derrière pour être réutilisé. Donc il y a quand même, tu vois, le truc est construit, réfléchi et pensé dans le bon sens, je dirais. Oui, parce que c'est vrai que
Il y a beaucoup de grosses compétitions sportives qui sont organisées dans d'autres pays où il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites et qu'après elles sont laissées à l'abandon, C'est etc. ça. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, merci Mathéo Avec pour grand cet plaisir. échange. Un mot de la fin, idée, conseil, un apprentissage, quelque chose. Ouais, le premier, faites du sport, mais pas forcément allez vous tuer au sport, mais juste trouver un truc cool à faire. Rencontrer des gens, faites-vous plaisir. Ouais, c'est ça le but du sport aussi, c'est de rencontrer des gens, de jouer avec eux et de rester en bonne santé à travers cette pratique agréable. Si vous aimez faire du sport à haut niveau, faites du sport à haut niveau. Et puis aussi, engagez-vous. Je trouve que ça fait un bien fou, tu vois, d'essayer de prendre la parole, d'essayer de construire son argumentaire, d'essayer de prendre position pour des sujets qui te tiennent à cœur, de dire, bah voilà, moi je trouve ça injuste, comment est-ce que je fais pour le changer, même si tu vas pas réussir à changer la société, même si tu vas pas réussir à changer le monde, tu vas réussir à changer ton monde à toi. Et franchement, je trouve ça important de s'engager parce que c'est une forme de moteur qui te permet de continuer d'avancer, qui te soulage quand même d'un poids et qui fait du bien. Qui permet de réduire ton éco-anxiété par le Ouais, passage à grave. l'action, de Grave, réduire c'est ça. ton ressentiment par l'injustice que tu vois dans la Ouais, société. ouais, c'est ça. Et encore une fois, ça permet de rencontrer des gens et c'est le principe même La vie. de la vie, quoi. Ok, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Matt Gab sur Insta, Ok. avec un tiré du Ouais. 8. Tu fais des vidéos Ouais, sur j'essaie le sport, sur le l'écologie. sport, etc. l'écologie, comment être performant sans flinguer la planète. C'est ça. Et puis après, je sais pas, Climato Sportif aussi sur Instagram, Mhm. sur LinkedIn. Et voilà. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi.